Le spectacle débute avec Ethan Hunt recevant une transmission pitoyable d'Erika Sloan qui s'est inexplicablement hissée à la présidence des États-Unis. Apparemment, ce crétin insupportable de Gabriel et sa bestiole numérique, l'entité, persiste à ravager la planète en semant un chaos apocalyptique. Cet algorithme spectral a intégralement corrompu la source du cyberespace planétaire, une avancée absolument prodigieuse pour l'humanité tout entière. Le code pervertit sournoisement l'information pour inciter l'humanité à l'autodestruction, un complot de vilains d'une platitude affligeante. Pour couronner cette démence absolue, une secte d'illuminés fanatiques a surgi pour se prosterner devant cette absurde séquence de 1 et de 0. Le seul moyen de stopper cette abomination numérique est d'exhumer son code source originel, une ficelle narrative prodigieusement novatrice. Ils doivent ensuite fusionner ce code avec la clé cruciforme qui Teuton, par un coup de bol improbable relevant de la plus pure connerie scénaristique, a réussi à conserver. Ethan, l'agent à la paranoïa maladive, anticipe avec justesse le chaos monstrueux que le gouvernement fomenterait avec une telle arme. Sloan se lamène que l'éradication de l'entité vitrifierait le cyberespace et provoquerait une nouvelle guerre mondiale présentant un bourbier moral atrocement embarrassant. Elle implore en substance Ethan de capituler avant que la transmission ne se désintègre pour sombrer dans l'oubli numérique. Ainsi, Ethan rameute sa vieille clique de tocards épuisés, Benji et Luther, pour une autre mission soi-disant impossible. Leur première destination est une prison autrichienne de haute sécurité car ils doivent exfiltrer l'ancienne complice de Gabriel, la redoutable Paris. Cette femme compétente est encadrée par une paire d'agents fédéraux, Jasper Briggs et Théo Dega, qui s'apprêtent à s'effondrer professionnellement vers l'anonymat. Ethan et Benji pénètrent dans le pénitencier avec une facilité déconcertante, prouvant que sa sécurité n'est qu'une monumentale imposture. Il se livre à une confrontation verbale brève et superflue avec Briggs et Degas uniquement pour régler leurs différends pathétiques. Ethan est alors obligé d'embobiner ses deux sous-fifres du gouvernement avec son numéro bien huilé pour qu'il lui livre une prisonnière. Il leur sert un baratin prévisible sur le sauvetage du monde face à l'entité et les agents naïfs avalent l'appât sans sourciller. Après quoi, toute la troupe se traîne jusqu'à l'ambassade des États-Unis à Londres, cherchant visiblement à pimenter davantage la situation. Deux autres agents reconnaissent immédiatement Ethan et se préparent à jouer les héros en tentant de l'appréhender. C'est alors que la brillante Grace surgit de nulle part pour sauver magistralement son cul d'incapable. Elle se présente comme une émissaire de ce fossile de Kittredge, une antiquité ressurgie de la mer de passé surchargée d'Ethan. Grace dépouille magistralement les agents, contraignant les individus décontenancés à lâcher l'affaire avec Ethan. Juste au moment où un répit semble possible, les sbires interchangeables de Gabriel se pointent et rossent Ethan et la toujours ingénieuse Grace. Ils reprennent leurs esprits dans un sacré pétrin, ligotés et soumis à l'insupportablement arrogant Gabriel. Gabriel entame son monologue de méchant, reliant péniblement la catastrophe présente à la patte de lapin de cette autre production cinématographique tarabiscotée. Il prétend que la patte de lapin n'était qu'un prototype de l'entité, une ficelle narrative carrément audacieuse et sortie du cul. L'homme vaniteux sermonne ensuite Ethan, affirmant qu'il a quasiment offert cette arme ultime sur un plateau au gouvernement américain. Tous les individus présents savent que l'entité a déjà viré Gabriel pour avoir foiré sa précédente tentative d'obtenir la clé. Alors maintenant, cette marionnette déchue ordonne à Ethan de récupérer la patte de lapin, soi-disant planquée dans ce tas de merde engloutie, le sous-marin Sévastopol. Ethan, l'aimant à problème permanent, sort une capsule de cyanure qu'il avait opportunément sur lui pour une telle éventualité. Il sait que Gabriel a besoin de lui vivant, alors il croque la gélule et simule une crise convulsive. C'est une manœuvre complètement cinglée, mais elle fonctionne, plongeant les sbires décérébrés de Gabriel dans une panique absolue. Pendant qu'ils tentent frénétiquement de ranimer leur précieux captif, Gabriel se dérobe dans l'ombre comme le pleutre qu'il est. À l'instant où il est libéré, Ethan entreprend de démolir les deux malfrats restants avec une efficacité féroce. Il est liquide sans le moindre scrupule, libère la compétente Grace et tous deux détalent comme des lapins. Il tombe immédiatement sur Benji, la redoutable Paris et Degas qui poireautaient de toute évidence dans le coin en attendant que ce putain de bordel se termine. La bande d'inadaptés réunis découvre une machine colossale et complexe que Gabriel utilise pour converser avec son suzerain numérique. Sans la moindre once de réflexion, Ethan décide que le geste le plus logique est de se connecter directement à l'appareil. L'entité fusionne mentalement avec lui, révélant qu'elle connaît chaque putain de détail du plan de secours de Luther, la pilule empoisonnée. Elle terrorise sa conscience avec d'horribles visions d'annihilation thermonucléaire mondiale dans une tentative flagrante de le soumettre par la peur. L'entité manipulatrice exige alors qu'Ethan l'aide à atteindre la chambre forte de l'Apocalypse en Afrique du Sud. Elle y possède une ferme de serveurs où elle ambitionne d'atteindre l'immortalité, cimentant son règne de terreur pathétique. Ethan se sépare du groupe, leur ordonnant de trouver les coordonnées du Sévastopol pendant qu'il s'occupe d'affaires vagues et pompeuses.
Il a un putain de pressentiment que Gabriel va s'en prendre à ses alliés et la prophétie funeste de Luther semble soudainement bien trop tangible. Il sprinte pour retrouver Luther, mais il est trop tard. Ce démon de Gabriel l'a déjà enlevé. Ce salaud sans âme a arraché Luther d'un hôpital et l'a enchaîné à un engin explosif gigantesque loin sous la surface de la Terre. Pour doubler la mise, Gabriel a également piqué la putain de pilule empoisonnée à son prisonnier. Luther Professionals jusqu'au bout des ongles tente de désamorcer la bombe, sachant pertinemment qu'il est complètement foutu. Ethan et Luther échangent des adieux putain de déchirants via un canal de communication. Ethan n'a d'autre choix que de se replier, tandis qu'une éruption cataclysmique vaporise son plus fidèle compagnon. Debout dans la rue, l'âme complètement dévastée, Ethan est retrouvé par cette plaie omniprésente, l'agent Jasper Briggs. Émotionnellement anéanti, Ethan se livre simplement, lui et la clé cruciforme, sans un mot. Pendant le vol de retour vers les États-Unis, Ethan décide de jouer avec son ravisseur en lui balançant une bombe de vérité personnelle. Il révèle connaître le putain de vrai nom de Jasper, Jim Phelps Jr. Cette révélation fracassante révèle qu'il est le fils de l'ancien mentor d'Ethan, le tout premier traître de la FMI qu'Ethan a dû neutraliser des décennies plus tôt. Ethan explique lucidement à l'agent que l'entité exploite ses conneries de problèmes paternels pour le manipuler. Jasper, dans un rare éclair de lucidité, met le sujet en suspens, suggérant qu'ils règlent leur passif personnel après avoir sauvé le monde. De retour sur le sol américain, Ethan est présenté à Kittredge, qui rayonne d'une aura de suffisance pure et insoutenable. Kittredge annonce que l'entité est en train de pirater activement les arsenaux nucléaires de la planète entière. L'humanité n'est plus qu'à quelques pare-feux dérisoires d'être royalement réduite en cendres. Ethan est ensuite conduit devant les chefs d'état-major, un conseil qui inclut inexplicablement un général qui est, d'une manière ou d'une autre, Nico Ferman. Il le confronte alors à son propre historique long et chaotique de violation de sites sécurisés et de déclenchement d'incidents internationaux. La présidente Sloan interrompt alors la fanfaronnade, dévoilant sa stratégie hasardeuse. Elle veut maîtriser l'entité, pas buter cet enfoiré. Ethan lui rétorque instantanément que c'est une idée d'une stupidité monumentale et qu'aucune personne seule ne peut se voir confier un tel pouvoir. Il force pratiquement la main à toute l'Assemblée pour le laisser partir en mission solitaire afin de trouver le Sévastopol. L'alternative qu'il leur présente est une tempête de feu nucléaire totale et garantie en moins de 72 heures. Par conséquent, Ethan est héliporté sur un porte-avions stationné au milieu du Pacifique Nord. Là, il rencontre une amirale nommée Neely, une femme dont le visage hurle « Qu'est-ce que vous foutez ici ?» Il lui tend une enveloppe énigmatique de Sloan contenant une unique date, 22 1996. Cette date est apparemment une sorte de poignée de main secrète faisant allusion à une mission en Sibérie où ils se sont tous les deux fait royalement avoir. Ce chantage affectif suffit à forcer la main de la stoïque Neely pour qu'elle assiste à contre-cœur au plan démentiel d'Ethan. Elle organise un rendez-vous pour le reste de son équipe de l'IMF à une heure et un lieu absurdement précis au-dessus de la mer de Bering gelée. Pendant ce temps, Benji, la brillante Grace, la redoutable Paris et Degas se lancent dans une quête annexe sur l'île Saint-Mathieu. Leur but est de trouver William Dunlow, le pauvre analyste de la CIA dont Ethan a complètement ruiné la carrière dans le premier film. Dunlow fut depuis exilé dans un avant-poste arctique où il a rencontré et épousé son extraordinaire femme Tapessa. Benji, un fanboy colossal, grille complètement leur couverture en devenant hystérique à l'idée de rencontrer Dunlow. La toujours compétente Grace doit intervenir et asséner à Dunlow la vérité crue et terrible de leur mission. Dunlow confirme détenir les coordonnées du Sévastopol, mais est à juste titre terrifié d'apprendre que leur ennemi est l'entité. Comme si la situation n'était pas déjà un désastre complet, une escouade de mercenaires russes a déjà investi la maison de Dunlow pour les mêmes données. Une fusillade massive éclate, se soldant par la maison Dunlow entièrement réduite en cendres. Au milieu de ce chaos absolu, l'équipe parvient à exfiltrer Dunlow et la résiliente Tapessa en lieu sûr. De retour dans la mer de Bering, Ethan est largué pour retrouver un équipage de sous-marins spécialisés. Il s'avère qu'un membre de l'équipage, un homme nommé Hagar, est un partisan secret de l'entité. Le fanatique tente, sans surprise, d'assassiner Ethan sur le champ à l'intérieur du submersible. Il se fout sur la gueule jusqu'à ce qu'un autre membre d'équipage, une femme nommée Kodiak, mette Hagar hors d'état de nuire. L'équipe du sous-marin conduit Ethan aux coordonnées et le catapulte dans l'océan glacial à l'intérieur d'une combinaison de plongée high-tech. Il réussit à s'infiltrer dans le Sévastopol submergé, un tombeau désormais jonché des restes osseux de son équipage défunt. Il trouve le Podkova, le module central de l'IA, mais son intervention fait grincer toute l'épave et la fait sombrer plus profondément dans l'abîme. Dans un moment de désespoir absolu, Ethan doit arracher sa propre combinaison pour se glisser à travers une brèche dans la coque. Il commence instantanément à se noyer tout en remontant en flèche vers la surface, s'écrasant contre le dessous de l'immense banquise. Grâce à son armure scénaristique, il atteint le point de rendez-vous exact où la toujours fiable Grace extrait son corps à moitié noyé de l'eau glaciale. Après un bref séjour dans le caisson de décompression, Ethan est de nouveau sur pied et prêt à rejoindre le groupe.
Il a un aparté avec Donlo, lui présentant des excuses peu convaincantes pour l'avoir exilé, mais Donlo dit s'en foutre puisque cela l'amenait à sa femme. L'équipe se rassemble alors pour passer en revue leur plan complètement insensé une dernière fois. Ils doivent connecter la pilule empoisonnée de Luther au Podkova, puis copier l'intégralité du cerveau de l'entité sur un disque dur. La synchronisation de ce transfert de données doit être exécutée avec une précision chirurgicale, au millimètre près. Ethan devine avec justesse que Gabriel rôde déjà aux abords de la chambre forte de l'Apocalypse, attendant qu'il livre le butin ultime. Dans un rare acte de délégation, Ethan confie la tâche la plus cruciale, le téléversement lui-même, à la suprêmement compétente Grace. À l'autre bout du monde, la présidente Sloan et son cabinet paniquent tandis que l'entité commence à cibler les grandes métropoles. Un fonctionnaire propose l'idée absolument monstrueuse de vitrifier délibérément une de leurs propres villes pour sauver le reste du monde. Après quelques mines outrées de pure comédie, Sloan choisit effectivement une ville à sacrifier et prépare le missile au lancement. Pourtant, à la toute dernière seconde, elle a un revirement de situation opportun et leur ordonne de désactiver les armes nucléaires. Ceci met en rage un autre partisan secret de l'entité dans la pièce qui tente alors d'assassiner la présidente Sloan. Le général Sidney plonge devant la balle, encaissant le tir mortel tout en neutralisant l'assassin avant de casser sa pipe. Les membres restants du cabinet, venant d'assister à des événements plutôt marquants, font enfin ce que Sloan leur dit de faire. L'équipe de l'IMF arrive enfin à la chambre forte de l'Apocalypse pour y trouver Gabriel, Jasper et Kittredge engagés dans une impasse à trois fastidieuse. Pour ajouter au drame, Gabriel a armé une énorme bombe nucléaire au milieu de la pièce avec un compte à rebours de 20 minutes. Kittredge, l'opportuniste, tente d'exiger la pile empoisonnée et la Podkova pour que les États-Unis puissent stupidement tenter de contrôler l'entité. Cette négociation tendue dégénère sans surprise en une fusillade chaotique et à grande échelle. Au milieu du pandémonium, cette fouine de Gabriel réussit à s'emparer de la pilule empoisonnée et à s'enfuir. Ethan se lance instantanément à la poursuite du lâche, laissant les membres réellement compétents de son équipe s'occuper de la tâche importante. Benji, Grace et Paris font irruption dans la salle des serveurs, mais Benji se fait tirer dessus comme on pouvait s'y attendre dans le désordre qui s'ensuit. La talentueuse Paris doit pratiquer une intervention chirurgicale sur le terrain pendant que lui, à son tour, guide la brillante Grace à travers le processus de téléversement complexe. Donlo, sa redoutable femme Tipisa et Degas héritent de la tâche simple de désarmer une arme nucléaire. Gabriel s'échappe dans un biplan d'époque, mais Ethan Graham dans un second avion tel un putain de lunatique complet. Il assomme son propre pilote, qui était probablement méchant, bien qu'à ce stade, qui s'en soucie vraiment. Ethan engage alors Gabriel dans un combat aérien ridiculement absurde entre deux biplans d'époque. Après un bref conflit dramatique, Gabriel parvient à endommager l'aéronef d'Eton. Alors Ethan sort sa manœuvre signature de folie, défiant toute logique, et bondit de son avion mourant sur celui de Gabriel. Il démolit la gueule de Gabriel et récupère enfin la pilule empoisonnée. Pour un supplément de drame, il détache la ceinture de sécurité de Gabriel, laissant le méchant pendre pathétiquement du cockpit. Gabriel se réveille et glousse, se vantant d'être le seul à posséder un parachute. Il lâche prise avec un air suffisant pour se heurter immédiatement au gouvernail de l'avion. Son crâne subit alors un second impact fatal sur ce même gouvernail avant de s'écraser au sol dans une conclusion franchement pathétique. Ethan tente d'utiliser un parachute, mais l'engin se fait déchiqueter, comme on pouvait s'y attendre par le moteur de l'avion. Pendant sa chute mortelle, il parvient d'une manière ou d'une autre à insérer la pilule empoisonnée dans le Podkova. À ce même instant précis, la toujours compétente Grace achève impeccablement le téléversement, emprisonnant l'entité pour de bon. Simultanément, l'équipe au sol désarme la bombe avec seulement quelques secondes de logique cinématographique restant au compteur. Ethan est sauvé par un parachute de secours miraculeux qu'il avait opportunément sur lui depuis le début. La pilule empoisonnée, nouvellement activée, diffuse un message final et poignant de son ami décédé, Luther. La voix de Luther récite le serment pompeux de l'IMF et offre à Ethan un dernier adieu déchirant. Ethan est finalement retrouvé au sol par Kittredge et Jasper, qui sont visiblement contrariés d'avoir manqué la confrontation finale. Kittredge est manifestement dégoûté par le Podkova grillé et inutilisable, mais Jasper semble avoir enfin réglé ses fastidieux problèmes paternels. Dans la scène finale, les membres survivants de l'IMF se retrouvent à Londres, maintenant une distance professionnellement paranoïaque les uns et des autres. La brillante Grace s'approche d'Ethan et lui remet le disque dur contenant l'entité en cage, accomplissant ainsi impeccablement sa mission. Ethan partage un dernier regard chargé de drame avec Benji, la redoutable Paris et la magistrale Grace avant qu'ils ne disparaissent tous sans surprise dans l'ombre.